Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 12 juillet. J'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine. Aujourd'hui, ça va être assez sympa. On va attaquer un nouveau texte parce qu'on a globalement terminé l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Salut Éponine. On n'a pas fait entièrement tout le livre de Walpola Raoula. En fait, on a laissé une partie des extraits de Sutra à la fin que je vous invite à consulter, hein. C'est un petit livre qui coûte vraiment pas cher. Mais on a globalement traité tout le reste du livre, ce qui nous a permis d'aborder un certain nombre d'éléments importants du bouddhisme Theravada. Et donc, maintenant qu'on a terminé ce livre-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, salut Sarah Cottage, pour rester dans le thème Theravada, mais rester également abordable. Et je me suis dit, il y a un livre qui, pour le coup, cette fois-ci, fait partie du canon du Theravada. Donc, c'est un livre vraiment classique étudié. Hein, c'est pas un livre récent comme celui de Walpola Raoula, et qui pourtant a une visée assez didactique, qui est intéressant à étudier, qui est même par moments un peu comique. Ce livre, c'est celui-ci, Les questions de Milinda, ou qu'on appelle également en sanskrit le Milindapana. Alors là, j'ai une édition, il faut que je vérifie s'il a été réédité, salut Inoshishi. C'est une édition que j'ai ici qui date de 1923. Donc le livre n'est pas récent, mais je ne l'ai payé qu'une cinquantaine d'euros. Alors c'est un peu cher pour un livre, mais bon, pour un livre de 1923 dans cet état-là, c'est pas si déconnant, salut Sabdevo. C'est pas si cher. Après, je l'ai acheté il y a une dizaine d'années, donc je sais pas s'il vaut toujours si peu cher, mais voilà, il est trouvable. Et comme je disais, hein, comme c'est un livre de 1923, probablement dans le domaine public depuis, je l'ai mis sur le Discord de la chaîne. J'ai mis le PDF. Et c'est le PDF que je vais utiliser hein, pendant ces lives. Donc voilà, comme ça, vous pouvez y accéder. Vous n'avez pas forcément besoin de l'acheter. Mais si vous voulez l'acheter, c'est un vieux livre et ils sont très très bons le vieux livre. Du coup, voilà, pour ceux qui aiment les vieux livres, ça peut valoir le coup. Donc, Milindapana, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ce livre un petit peu particulier? Plusieurs raisons. Comme je disais, de un, c'est un livre qui est assez didactique, il est utilisé pour ça, il est connu pour ça, il est assez facile d'accès par rapport à d'autres textes du canon Pali, et il a surtout deux caractéristiques assez surprenantes. La première, c'est que ce n'est pas un texte qui a été prêché par le Bouddha. Salut Kiglan. Ce n'est pas un texte qui a été prêché par le Bouddha, contrairement aux sutras normaux, hein, qui sont tous attribués au Bouddha. Là, ici, eh bien, ce texte-là, c'est une discussion, et ça c'est mon deuxième point intéressant, c'est une discussion entre un roi et un moine. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le roi en question est un roi grec. C'est un roi grec qui règne du coup sur une partie de l'Inde. Ce roi grec s'appelle Milinda. Son nom grec, c'est Ménandre. Ménandre Ier. On sait qu'il a existé. On sait que c'est un roi qui a eu une longue vie. On sait que c'est un roi qui a interagi avec les communautés bouddhistes, qui a soutenu le bouddhisme à son époque. Et donc, ce roi-là va poser des questions à un moine bouddhiste. Alors, est-ce que réellement les questions se sont passées telles qu'elles sont dans le livre? On ne peut pas le savoir, mais il n'empêche qu'il y a un fond historique derrière qui est effectivement le fait que ce roi a existé dans cette, on va dire, dans cette partie du monde dans laquelle le bouddhisme était tout à fait commune. Donc ce n'est pas forcément surprenant que ce type de discussion ait eu lieu. Bien sûr, voilà. Après, aucun moyen de savoir si ça s'est réellement passé comme on l'a ici dans ce petit livre. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer la page wiki hein, de Ménandre Ier, qu'on voit un petit peu de quoi on parle. Vous voyez, donc Ménandre Ier, hein, on a encore retrouvé même des pièces à son effigie, hein, donc on sait que c'est un personnage historique, vraiment dans un style grec. Hein, vous voyez, c'est écrit en grec. Et donc, Ménandre, il régnait sur une partie qui est. Donc là, vous voyez, on a le Tibet ici. Il régnait sur une partie globalement de l'Inde, ici, avec la fameuse région du Gandhara, qui est une région qui est connue justement pour ses influences helléniques. Donc, on va retrouver notamment des statues de Bouddha et de Bodhisattva qui sont dans un style grec, qui sont d'ailleurs les premières formes de Bouddha et de Bodhisattva, de statues de Bouddha et Bodhisattva qu'on va retrouver, hein, sont dans ce style qui est un style très proche de la statuaire grecque. Et donc on sait voilà, que ce roi a régné environ de moins 160 à moins 135. Donc voilà, ça date un petit peu. Voilà, c'était pour vous situer un petit peu hein, notre Milinda. Et voilà, je trouvais en tout cas le côté vraiment intéressant de se dire, voilà, c'est une discussion entre un roi grec et un moine bouddhiste. Donc voilà, le côté un peu mondialisation, tout ça, vous-même vous savez, c'est pas non plus si nouveau que ça en a l'air. Par rapport au Milindapana, je vais attaquer directement par le chapitre 2. Le chapitre 1, en fait, vous donne un peu de contexte. Il vous décrit notamment les vies passées des différents protagonistes, pas mal d'histoires par rapport aux protagonistes. Et surtout, on y apprend en fait que donc Milinda, un Ménandre,
C'est un roi qui est très curieux des autres philosophies, qui est aussi assez bon en rhétorique. Il a un côté un petit peu sophiste grec. Il aime bien les petits jeux de verbal, ça le stimule. Il aime bien ça. Et il galère à trouver une personne qui soit vraiment apte à répondre correctement à ces questions, parce que dès que Milinda voit une faille dans l'argumentaire de son opposant, tout de suite, tac, il s'infiltre dans la faille, il le casse, et derrière, son opposant se retrouve le bouche bée, le bec cloué, à ne plus savoir quoi lui répondre, et donc Milinda n'est pas très content. Et donc, à force de faire ça, des gens vont lui conseiller d'aller voir un moine qui s'appelle du coup Nagasena, et ce moine-là, apparemment, il serait apte à aller débattre avec le roi. Donc le roi va aller voir Nagasena, et c'est cette discussion qui va s'en suivre dans le chapitre 2 du Milindapana, qui est donc la discussion entre Nagasena et le roi Milinda. Donc voilà un petit peu pour l'introduction, pour que vous voyez de quoi on parle. Et donc je vous propose de regarder ça ensemble. C'est parti! Le livre 2. Donc voilà, c'est le livre 2. Et on va... Voilà, je pense que c'est assez zoomé. Oh, je suis descendu d'un coup, là, je suis parti très très lent. J'ai voulu éviter parce qu'il y a une image. L'image du dessus, j'avais pas fait gaffe, mais il y a des... On voit il y a des dessins avec des seins dessus. Et je me suis dit, oula, Twitch, ils aiment pas ça en général, donc j'ai voulu le skip pour pas me faire ban. Les caractéristiques. Donc le roi Milinda, là, concrètement, c'est le roi lui-même qui va s'approcher de Milinda, donc il va voir Milinda dans son monastère. Le roi Milinda s'approcha de Nagasena, et lui ayant adressé les compliments ordinaires de civilité, il s'assit à son côté. Nagasena lui rendit ses politesses de sorte qu'il lui inspira des dispositions favorables. Il se dit, ok, déjà, les deux sont aptes à discuter, ce ne sont pas des rustres. Alors le roi commença l'entretien. Comment vous appelle-t-on? Quel est votre nom? Nagasena répond, on m'appelle Nagasena, c'est ainsi que mes confrères me désignent. Mais ô roi, bien que les parents donnent à leurs enfants un nom tel que Nagasena, Surasena, Virasena, Sirasena, c'est là seulement une appellation, une notion vulgaire, une expression courante, un simple nom. Il n'y a pas le dessous d'individu. Donc, cache là d'emblée, vous allez voir qu'on va directement discuter du fameux concept de l'absence de soi dans le bouddhisme, qui, je le répète, sous-entend en réalité l'absence d'un soi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions, mais qui ne veut pas dire que d'un point de vue, on va dire, un peu plus mondain, un peu plus, on va dire, simple, vulgaire d'une certaine façon, il y a quand même un être qui est devant vous à vous parler. Là, typiquement, il y a une personne qui est en train de faire un live Twitch devant vous, et vous êtes derrière votre écran à écouter et à marquer des trucs dans le chat. Vous existez, mais il n'y a pas de cette existence qui soit une existence qui soit permanente et indépendante des causes et des conditions. Et c'est là, du coup, ce qui va être discuté dans ce tout premier première joute verbale entre les deux. Parce que là, Nagasena, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il dit, effectivement... Ah ouais, dès les présentations, il balance le nom, soit il va être fait en soirée Nagasena. Ah ben Nagasena, il n'est pas là pour rigoler, Le roi non plus d'ailleurs. Les deux ne sont pas là pour rigoler, ils sont là pour envoyer un petit peu du pâté. Donc là, le point qui est important pour bien comprendre ce que le roi va répondre, c'est que Nagasena a dit « Mes confrères m'appellent Nagasena », donc c'est-à-dire que il existe quand même, il y a une personne qui est Nagasena, au niveau de la réalité, on va dire, mondaine, des conventions sociales, il y a une personne qui s'appelle Nagasena, mais en réalité, ce n'est qu'un seul nom, il n'y a pas de réel individu permanent derrière. Donc c'est ce qui répond au roi. Le roi va lui dire, écoutez tous les 500 Yonaka, donc les Yonaka apparemment ce sont des Grecs, si ce que j'ai compris, et les 80 000 moines, il y a du monde. Voici Nagasena qui dit, il n'y a pas là-dessous d'individu. Est-il possible de l'admettre? Mais ô vénérable Nagasena, s'il n'y a pas d'individu, qui donc vous donne des robes, des aliments, des logements, des remèdes, des ustensiles, et qui en use, qui pratique la vertu, qui se livre à la méditation, qui réalise le chemin, le fruit, le nirvana, qui se livre au meurtre, au vol, à l'impureté, au mensonge, à l'alcool, qui commet les 5 péchés. Il n'y a donc ni bien ni mal, pas d'auteur ou d'instigateur des actes salutaires et pernicieux, pas de fruit, pas de maturation des bonnes et des mauvaises actions. Si, ô Nagasena, celui qui vous tue n'existe pas, il n'y a donc pas de meurtre, il n'y a rien chez vous, ni maître, ni précepteur, ni ordination. Quand tu dis « mes confrères m'appellent Nagasena », quel est ce Nagasena dont tu parles? Est-ce les cheveux qui sont Nagasena? Donc là, ce que le roi critique en premier lieu quand il arrive, il va commencer à critiquer une vision qui est... Il fait comme s'il avait compris que Nagasena
maintenez une position nihiliste des choses, c'est-à-dire une position qui sous-entend que littéralement rien n'existe. La façon dont le concept de non-soi a souvent été compris dans le bouddhisme, hein, qui est de dire « non, mais en réalité, je n'existe pas. Il n'y a rien. » Quand les gens comprenaient justement d'une façon un peu vulgaire le non-soi, hein, ils comprenaient ça comme ça en disant bah, du coup, je n'existe pas, qui est une vision nihiliste des choses, qui n'est pas ce que sous-entend le bouddhisme. Nagasena, il a bien dit avant, hein, il a dit au roi on m'appelle Nagasena, mes collègues m'appellent Nagasena, il y a physiquement là quelqu'un présent qui s'appelle Nagasena, mais en réalité, ce Nagasena n'est pas permanent et indépendant des causes et des conditions. Mais le roi fait comme s'il avait mal compris, il fait non, mais du coup, si tu dis qu'il n'y a pas de Nagasena, il n'y a pas de Nagasena, donc ça veut dire qu'en fait, on peut faire n'importe quoi. Donc là, il critiquerait une vision de Nagasena qui serait, enfin, une vision du bouddhisme qui serait une vision nihiliste, qui n'est pas ce que sous-entend bien sûr Nagasena. Hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement la même critique, hein, dit Eponine, que les détracteurs de Nagarjuna qui allaient tout au bout du raisonnement de la vacuité. C'est ça. Il faut faire attention, hein, ça ne veut pas dire qu'au sens conventionnel, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, au sens conventionnel, il y a bel et bien une personne, il y a bel et bien un grec en train de vous parler. Mais au sens ultime, ce grec est quelque chose, un amas d'agrégats différents qui sont en perpétuel changement et évolution. C'est ça le point de Nagasena. Donc déjà, voilà, le roi ici critique une première approche qui serait de dire, du coup, ce que tu me dis, c'est nihiliste. Tu me dis qu'il n'y a rien. Tu me dis qu'il n'y a pas de personne. Et donc, il va pousser justement cette idée nihiliste, le roi, en disant ce qui suit. Il dit, est-ce que les cheveux sont Nagasena? Nagasena, il dit, bah non, non, Maharaja, clairement, mes cheveux ne définissent pas Nagasena. Malgré cette très incroyable mèche que j'ai ici, ma mèche ne définit pas Greg. Ça ne marche pas comme ça. Pareil avec Nagasena. Surtout que Nagasena doit être chauve. Donc clairement, ses cheveux ne le définissent pas. Est-ce les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les os, la moelle, les reins, le cœur, le foie, le derme, la rate, les poumons, l'intestin, les mésentères, les aliments non digérés, les résidus de la digestion, la bile, le flegme, le pus, le sang, la sueur, la graisse, les larmes, l'huile de la peau, la salive, le mucus nasal, la synovie, l'urine, le cerveau, est-ce que tout cela, est-ce qu'un de ces éléments-là est Nagasena? Et donc Nagasena, il répond, bah non Maharaja, aucun de ces éléments pris séparément constitue Nagasena. Ou bien est-ce la forme, la sensation, la perception, les formations, la conscience? Donc là, on parle ici hein, des agrégats. Non, Maharaja, ce n'est pas non plus chacun de ces agrégats qui serait pris l'un envers l'autre. Là, ce que vous voyez, ce qu'essaie de faire le roi ici, hein, il essaye aussi d'une certaine façon de pousser l'idée de est-ce qu'il y aurait quelque part parmi tous les éléments qui constituent l'être humain, qui constitue Nagasena ici, hein, parce que c'est Nagasena qu'il est question, mais on pourrait pareil dire tous les éléments qui constituent un grec, est-ce qu'il y a un élément qui serait cette espèce de noyau dur qui constituerait l'essence de ce qu'est un grec ou un Nagasena? Et donc là, il évoque tous les différents éléments qui constituent le corps, hein, le roi évoque tous ces éléments-là, et en les regardant un par un, on est bien d'accord qu'aucun de ces éléments pris séparément ne constitue vraiment le cœur de ce qu'est l'être. Est-ce donc la réunion de ces 5 formations, enfin de 5 éléments, pardon, forme, sensation, perception, formation, conscience? Non, Maharaja. Est-ce une chose distincte des 5 éléments? Non, Maharaja. J'ai beau t'interroger, je ne vois pas de Nagasena. Qu'est-ce que Nagasena? Un mot et rien de plus. Ta parole, ô vénérable, est fausse et mensongère. Il n'y a pas de Nagasena. Donc là, ce que le roi critique ici, hein, c'est que Nagasena a dit au début « Je m'appelle Nagasena », enfin en tout cas, mes collègues m'appellent Nagasena, donc il y a, d'un point de vue conventionnel, un Nagasena qui est là, mais pourtant, il n'y a pas de Nagasena. Et là, ce que le roi critique, c'est le fait de dire bah, « Moi, j'analyse et je vois juste qu'il n'y a pas de Nagasena tout court. » Donc quand tu dis « Mes collègues m'appellent Nagasena, il y a un Nagasena », tu mens. Si on analyse les éléments, il n'y a littéralement, même au sens conventionnel, pas de Nagasena. Donc là, il revient sur la position nihiliste, qui est une mauvaise interprétation hein, du bouddhisme. Et donc, Nagasena va contrer ça. Nagasena lui dit au roi, « Tu es, au roi, délicat comme un prince, très délicat. S'il t'arrive de marcher à midi sur la terre chaude, sur le sable brûlant, foulant aux pieds les aspérités du gravier, des tessons et du sable, tes pieds souffrent, ton corps est las, ton âme épuisée, et la conscience de ton corps s'accompagne de malaise. Es-tu venu à pied ou es-tu venu au moyen d'un véhicule ?» Le roi lui répond
Je ne vais pas à pied, vénérable, je suis venu en char. Je suis je suis un roi quand même. Je ne vais pas venir à pied. Hein. Moi, je suis venu avec mon beau char bien décoré quand même. Faut pas déconner. Hein. Donc, je suis venu en char. Puisque tu es venu en char, Maharaja, définis-moi ce char. Donc là, il va parler justement de ce qui constitue un char. Est-ce le timon qui est le char? Non, vénérable. Est-ce l'essieu, les roues, la caisse de la voiture, le support du dé, le joug, les rênes, l'aiguillon qui constituent le char, du coup? Bah non, vénérable. C'est aucun de ces éléments pris séparément. Est-ce donc la réunion de toutes ces choses? Non, vénérable. Est-ce une chose distincte de tout cela? Bah non, vénérable. J'ai beau t'interroger, je ne vois pas réellement de char. Qu'est-ce qu'un char? Un mot et rien de plus. Ta parole, Maharaja, est fausse et mensongère. Il n'y a pas de char. Donc là, il est en train de retourner les propres arguments hein, du roi contre lui-même. Et il va même pousser un petit peu l'audace et l'insolence. Plus loin, hein. Tu es le premier parmi les rois du Jambudipa, donc du continent. Hein. De qui as-tu donc peur pour mentir ainsi? Écoutez-vous tous, les 500 Yonaka et les 80 000 moines. Le roi Milinda que voici m'a dit « Je suis venu en char ». Or, invité à définir un char, il ne peut prouver l'existence du char. Peut-on admettre cela? Donc en gros, il est en train de dire, bah du coup, le roi, toi, t'es autant menteur que moi, en fait. Hein? Pas très malin. À ces mots, les 500 Yonaka acclamèrent Nagasena et dirent au roi Milinda. Maintenant, Maharaja, réponds si tu peux. Le roi reprit la parole. Je ne mens pas, vénérable. C'est à cause du timon, etc., donc des différents éléments du char, que se forme l'appellation, la notion commune, l'expression courante, le nom de char. Très bien, Maharaja, tu sais ce qu'est le char. De même, c'est à cause des cheveux, du corps, de la peau, des os, etc., que se forme l'appellation, la notion commune, l'expression courante, le nom de Nagasena. Mais en réalité, il n'y a pas là d'individu. La religieuse Vajira l'a dit en présence du Bouddha, de même que la combinaison des pièces donne lieu au mot char, ainsi l'existence des agrégats, des skandhas, donne lieu à la convention d'être vivant. Oh, merveilleux, Nagasena, admirable, Nagasena. Tu as répondu à tous les artifices de ma question. Si le Bouddha était ici, il t'applaudirait. Très bien. Très, très bien, Nagasena. Donc, alors c'est un peu compliqué. Hein. J'ai dit que le texte était plus simple que d'autres, pas dire qu'il est ultra simple. Et voilà, ce que vous voyez ici, hein, c'est une espèce de joute verbale sur la notion donc du non-soi dans le bouddhisme et qu'est-ce qui constitue l'être dans le bouddhisme et surtout cette opposition entre la vérité conventionnelle qui est donc ce que je disais, hein, l'apparence, le fait que conventionnellement il y a bel et bien un grec qui est là et qui vous parle, mais que d'un point de vue plus réel, ce grec est en perpétuel changement et en sous perpétuelle influence des causes et des conditions. Et donc, il n'est jamais le même d'instant en instant. Mais conventionnellement, vous allez continuer à m'appeler grec. Vous n'allez pas me changer de nom à chaque fois que je micro-change, sinon on n'arrêterait pas. Donc ça, c'est ça la discussion. Soutenue aussi par, du coup, une critique de la vision nihilisme que certains attribuent au bouddhisme en disant, bah, du coup, le bouddhisme soutient qu'il n'y a pas d'être tout court. Ce n'est pas le cas. C'est exactement la critique qui est faite du coup hein, par la description de la personne à la description du char en disant c'est pas parce que aucun des éléments qui constituent le char en lui-même ne forme réellement le char que concrètement il n'y a pas physiquement un char avec lequel le roi est venu. C'est juste que ce char ne peut pas être résumé ni à chacun de ces éléments ni à réellement la somme de ces éléments parce que ce char en lui-même n'est qu'une convention. Voilà. Donc c'est déjà un premier point qui est intéressant. Donc ils envoient d'entrée de jeu un petit peu du steak. Hein. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Il continue, le nombre. Combien d'années de profession, hein, donc en tant que moine, hein, as-tu, vénérable Nagasena? Eh bien, ça fait 7 ans. 7 ans que Nagasena est moine. Qu'est-ce que ce 7? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est donc ton état de moine qui est 7? Ou est-ce que c'est un nombre? Est-ce que le nombre qui est 7? En ce moment, l'ombre du roi, ornée de toutes les parures en gros costume, se voyait sur le sol et sur une jarre d'eau. Nagasena lui dit « Voici ton ombre, Maharaja, qui se voit sur le sol, sur cette jarre d'eau. Est-ce toi qui es le roi ou l'ombre qui est le roi ?» Le roi lui répond « C'est moi qui suis le roi. » Non l'ombre. L'ombre se produit à cause de moi. L'ombre n'est qu'une conséquence de ma présence. De même, Maharaja, c'est le nombre des années qui est 7. Ce n'est pas moi. C'est-à-dire que concrètement, ça fait 7 ans qu'il est moine,
Ce sont 7 années, mais ces 7 années se sont produites en tant que moine, se sont produites à cause de lui. Et donc, tout comme l'ombre, ces 7 années découlent de lui, mais elles ne sont pas directement liées à lui. C'est un peu bizarre, cette histoire-là. Merveilleux, Nagasena, admirable Nagasena. Attends, je vais essayer de vous le réexpliquer correctement. Cette histoire de 7 m'a perturbé. Est-ce que c'est toi qui es 7 ou est-ce que c'est le nombre qui est 7? En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le nombre, comme l'ombre sur la jarre n'est pas le roi, mais elle est liée au roi. De même, en fait, ce nombre d'années, ce nombre 7, c'est juste un nombre, en fait, en réalité. Donc 7 est juste un nombre, mais ce nombre reste tout de même lié à Nagasena, parce qu'ici, on parle de son nombre d'années. Bon, c'est un peu de la rhétorique, si vous voulez, c'est pas... voilà, moins important, on va dire. Le point suivant est assez important, et je l'aime vraiment beaucoup. Les divers modes de discussion, j'en avais déjà parlé une fois en live. Voudras-tu, vénérable, discuter avec moi? Nagasena lui répond, si tu discutes à la manière des sages, oui. Si tu discutes à la manière des rois, non. Comment discutent les sages? Dans la discussion, Nagasena répond, dans la discussion, on est pris, on se dégage, on inflige une critique et on la subit. Chacun a là-dessus, tour à tour. Les sages ne s'en irritent pas. Telle est leur manière de discuter. Et quelle est celle des rois? De quelle façon est-ce que les rois discutent? Les rois professent une opinion. Si quelqu'un la contredit, ils le font bâtonner. Voilà comment discutent les rois. Et donc le roi répond, je discuterai en sage, non en roi. Que votre révérence discute avec moi en toute liberté, comme avec un religieux, un novice, un fidèle ou un serviteur du couvent. N'ayez aucune crainte. C'est bien, Maharaja. Donc voilà. Ça, c'était le petit check que voulait faire Nagasena en disant, alors je veux bien discuter avec toi, par contre je veux m'assurer que si je t'envoie des énormes tartes rhétoriques, je vais pas derrière me prendre des énormes tartes physiques en revanche parce que t'auras été vexé. Donc on se met d'accord sur cette base qui est on va en rester aux paroles et à aucun moment je vais me faire tabasser parce que je t'ai contrarié, s'il te plaît. C'est bien. C'est bien de le préciser quand même parce que voilà, Nagasena il est pas forcément sûr de qui il a en face, il sait pas comment il va réagir à la critique. Donc bon, moi j'aime bien en tout cas cette idée que les rois ils donnent une opinion et si quelqu'un n'est pas d'accord, ils le font tabasse. Voilà comment discutent les rois. Pas cool. Ah oui, là on va être en mode cerveau qui chauffe. C'est un peu plus touffu que ce qu'il y avait avant. Et surtout, il y a des fois des choses qui sont un peu compliquées à comprendre dans le sens où c'est un texte, vous voyez, qui date, qui a plus de 2000 ans. Donc il y a des fois des trucs où, genre de quoi il parle. C'est des problématiques qui se posaient à l'époque par rapport à des contextes culturels, philosophiques, religieux de l'époque, qui par moments peuvent nous paraître un petit peu abstraits, hors de nos considérations, etc. Donc voilà, il faut prendre le temps aussi de regarder ça, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, Nagasena, après cette première interview avec le roi, il sait que le roi va du coup discuter avec lui comme une personne civilisée, comme un sage, et non pas comme un roi qui, à la moindre contrariété, met dans la misère son opposant. Et donc il fait, c'est bien. Vénérable Nagasena, je vous interrogerai. Interroge, Maharaja. Je vous ai déjà interrogé. Et je t'ai répondu. Que m'avez-vous répondu? Que m'as-tu demandé? Donc là, je sais pas. Là, je pense qu'ils se font juste une petite joute verbale pour le fun. Je n'ai pas plus de commentaires sur ce petit... ils appellent ça escarmouche. Donc voilà, je pense que c'est un petit... juste un petit fight. On en est presque au cas du... les personnes qui vous contactent disant, est-ce que je peux te poser une question? Tu l'as déjà fait? Pardon? Ça me rend fou ça, est-ce que je peux te poser une question? Bah du coup, t'es en train de le faire. Tu me poses déjà une question. Alors, le roi Milinda se dit, ça c'est le chapitre 5, un préparatif de l'entrevue. Ce religieux est savant, et il est capable de discuter avec moi. Les points sur lesquels je désire l'interroger sont nombreux. Avant que j'aie achevé cette discussion, le soleil se couchera. Il vaudrait mieux que cet entretien eût lieu dans mon palais. Il dit donc à Devamantia, donc a priori un de ses assistants, de ses conseillers, informe sa révérence que la discussion aura lieu dans mon palais. Cela dit, le roi Milinda se leva, prit congé, et montant à cheval, s'éloigna en répétant comme une leçon. Ah, Nagasena, Nagasena. Il est content. Il a trouvé un bon opposant. Vénérable. Donc, il est content. Vénérable, dit Devamantia à Nagasena. Le roi dit que la discussion aura lieu dans son palais. Bien,
répondit le terrain. Ouais, je pense que c'est ça, t'as raison, hein, c'est Nagasena qui teste les limites du roi, je suis assez d'accord, hein, je pense que c'est ça le petit escarmouche au-dessus, c'est pour voir si on le contredit, si on va pas dans son sens, dans quelle mesure il va s'énerver ou pas, et comme il s'énerve pas, Nagasena il se dit ok bon, je pense que t'as raison, c'est peut-être juste ça, hein, ce chapitre-là, c'est peut-être juste effectivement la partie escarmouche, c'est peut-être juste pour tester, en disant ok, on vient de se dire qu'on allait pas se mettre sur la tête, euh, testons voir si c'est vraiment le cas. Le lendemain matin, Devamantia, Anantakia, Mankura, Sabadina se présentèrent devant le roi et lui demandèrent. D'ailleurs, pour ces noms, il mettait dans le livre le fait qu'en de base, c'est probablement en fait des noms grecs. Devamantia et Anantakia. Anantakia serait peut-être Antioche comme nom grec. Et qu'est-ce qu'il mettait pour Devamantia il mettait un autre exemple de nom grec qui correspondait probablement à ça. Je trouvais ça assez intéressant parce que c'est pareil pour Milinda, hein. Milinda, c'est son nom du coup indien, mais son prénom c'est Ménandre. Et, voilà, bon, j'ai plus l'info ici, je l'avais vu. Voilà, mais en tout cas, c'est a priori, en tout cas, eux, ils sont plutôt grecs, mais c'est juste que ça, c'est la lecture. Ah voilà, Devamantia, ce serait Démétrios peut-être. Devamantia, Démétrios. Ouais, c'est ça, Démétrios. Ouais. Voilà, il leur donne des noms indiens, mais a priori, effectivement, eux, ce sont des Grecs. Ouais. Donc, bref, les conseillers, le lendemain matin, se présentèrent devant le roi et lui demandèrent « Maharaja, le vénérable Nagasena doit-il venir ?» Le roi répond « Ben oui, qu'il vienne, enfin, c'est ce que j'avais dit, quoi. »« Avec combien de religieux peut-il venir ?» Le roi répond « Avec autant de religieux qu'il voudra. » Alors, Sabadina dit « Il pourrait venir avec 10 religieux, ça commence à faire du monde à nourrir. » Le roi répéta qu'il vienne avec autant de religieux qu'il voudra. Je vais me faire répéter combien de fois là? Une seconde fois, Sabadinade fit la même proposition et reçut la même réponse. Et comme il insistait encore, le roi répliqua « Tous les préparatifs sont faits. Je dis qu'il vienne avec autant de religieux qu'il voudra. Telle est ma volonté. » Mais apparemment, Sabadina en a une autre. Ne sommes-nous pas en état de donner à manger à des moines? Cela dit, Sabadina se tient au coil. Il s'est fait rabattre le claquet. Alors on sait pas trop, hein, Sabadina. Je pense qu'il s'inquiète en disant oh là, attends, Nagasena il va se pointer avec 200 000 moines, ça va être un énorme bazar. Je sais pas si le roi il est prêt à accueillir tout le monde. Puis le roi il fait ouais, c'est bon. Hein. Moi je veux ma discussion. Il peut venir avec autant de temps qu'il veut, autant de gens qu'il veut, tant que moi je peux discuter avec lui. Je m'en bats les stécos. Donc tu te débrouilles. Alors Devamantia, Anantakeya et Mankura allèrent trouver Nagasena et lui dire le roi vous invite à venir avec autant de religieux qu'il vous plaira. Et Nagasena s'étant vêtu, ayant pris son bol et son manteau, fit son entrée à Sagala avec 80 000 religieux. Ah non, c'est du barbecue, écoutez, moi je ramène tout le monde, hein, du coup, hein. Let's go. Ils auront tous à manger. Anantakaya, tout en marchant à son côté, lui dit. Alors là, pareil, ça c'est une discussion qui est un petit peu bizarre, vous allez voir, qui a priori est en lien notamment avec le concept, un des concepts grecs de l'âme en tant que pneumos, donc souffle vital. Parce que c'est vrai que quand on le lit en tant qu'occidental du 21e siècle, on est genre qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, voilà, ça rejoindrait cette idée d'âme en tant que souffle vital. Donc du coup, un souffle qui rentre et qui sort, mais qui reste, de par le fait qu'il rentre et il sort, il reste quand même toujours plus ou moins en nous. Donc voilà, ce concept de souffle vital. Donc Anantakaya, hein, il est à côté du moine et il se dit, bon tiens, quitte à aller au palais ensemble, let's discuss, let's have a conversation. Vénérable, lorsque je dis Nagasena, qu'est-ce qui est Nagasena? Nagasena lui répond, et que penses-tu que ce soit? Donc du coup, Anantakaya, il répond, le souffle, on va l'appeler Antioche, c'est plus simple, Antioche lui répond, le souffle intérieur, l'âme, jiva, ou pneumos, hein, du coup en grec, hein, qui entre et sort. Voilà, je pense, ce qui est Nagasena. Donc cette âme qui, comme le souffle, enfin, qui est l'équivalent du souffle, hein, notre souffle vital, l'élément qui fait qu'on ne peut pas vivre sans. Du coup, pour lui, ce serait l'âme, et donc ce serait cette âme qui est Nagasena. En ce cas, donc Nagasena répond, hein, si le souffle une fois sorti ne rentrait pas, ou une fois rentré ne sortait plus, l'homme vivrait-il? Non, vénérable. Donc apparemment, hein, pour Antioche, cette conception de l'âme, c'est effectivement
cet élément qui, comme le souffle, enfin, qui est le souffle en fait, hein, et qui du coup ne fait que rentrer et sortir en permanence, mais qui reste ainsi connecté à l'être, et qui serait du coup son âme, son souffle vital. Et donc, notre bon Nagasena, hein, elle lui dit, bah du coup, une fois que le souffle il est sorti dans ces cas-là, et si jamais il rentre pas, est-ce que ça veut dire que l'homme ne vivrait plus? Et Léo qui dit non, vénérable. Et donc, il va donner un exemple, Nagasena. Il dit, ces sonneurs de conques qui soufflent dans les conques, ces joueurs de flûte qui soufflent dans les flûtes, ces sonneurs de trompes qui soufflent dans les trompes, est-ce que leur souffle rentre? Non, vénérable. Derrière, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'en fait, les personnes qui du coup jouent de la flûte, par exemple, hein, leur souffle sort et est transformé derrière en son, et du coup ne rentre plus tel quel à l'intérieur de leur corps. Donc, il leur dit, est-ce que le souffle rentre? Donc, Antioche, il dit, bah non, vénérable, il rentre pas. Alors pourquoi ne meurt-il pas? Et je ne suis pas capable de discuter avec un logicien tel que vous. Dites-moi, vénérable, ce qu'il en est. Ce n'est point l'âme, ce sont des propriétés du corps appelées aspiration et expiration. Et le Terra lui tint un discours sur l'Abhidharma, donc du coup sur les différents phénomènes, et Antioche se déclara fidèle laïque. Voilà, c'est typiquement le genre de discussion qui pour nous peuvent nous paraître un petit peu bizarre, parce que en tant qu'occidental moderne, à aucun moment on aurait l'idée d'associer l'âme au souffle qui rentre et qui sort, mais apparemment, à l'époque de Milinda, c'était une des conceptions possibles de l'Inde, enfin de l'âme, pardon, en Inde, et en Grèce. Donc cette histoire de pneumos, d'âme, de souffle vital. Et donc, petite discussion, mais voilà, celle-là, c'est typiquement le genre de discussion où quand on la lit, on est genre, hein. Parce que voilà, pour nous, ça nous paraît complètement abracadabrant d'associer l'âme à ce type de concept. Mais voilà, du coup, il a clarifié un peu le truc en disant, bah en fait, ce que Nagasena a dit à Antioche, en gros, c'est ce que nous on comprendrait en disant, bah t'es un peu con, Antioche. Enfin, c'est juste c'est le souffle, quoi. C'est t'expires, inspire, quoi. Enfin, rien de plus que ça. Hein. C'est pas l'âme ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste, voilà, tu inspires, tu expires. C'est le souffle. Voilà, tout simple, tout bête. Et comme dit Époniné, hop, un converti de plus, allez, let's go. Bah, du coup, ils sont 80 001 maintenant. Non, il s'est pas fait moine, il est juste laïque. Il va rester conseiller du roi, je pense, quand même. C'est son taf. Le but de la vie religieuse. Ah, ce passage-là est assez intéressant aussi. Hein. Le but de la vie religieuse. Nagasena entra dans le palais du roi et s'assit à la place qui lui était désignée. Le roi lui offrit de sa main, ainsi qu'à sa suite, un repas excellent. Il gratifia chaque religieux d'une paire de vêtements, et Nagasena lui-même de 3 robes. Puis il lui dit, donc après avoir fait toutes ses offrandes, Vénérable Nagasena, veuillez rester ici avec 10 religieux, les autres peuvent se retirer. Donc il a nourri les 80 000 moines, et il dit, vas-y, garde ta team de 10, parce que bon, 80 000 dans le palais, c'est un peu beaucoup, mais maintenant qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont eu leur robe, tu peux les renvoyer, je les ai rincés, maintenant, on va discuter, mais en petit comité, s'il te plaît. Le repas fini, quand Nagasena eut lavé son bol et ses mains, il vint s'asseoir près du roi, hein, sur un siège bas, et il lui dit. Ah, pardon, c'est le roi, pardon. Le repas fini, quand Nagasena eut lavé son bol et ses mains, le roi vint s'asseoir près de lui, sur un siège, et il lui dit. Vénérable Nagasena, de quoi parlerons-nous? Nagasena répond, nous sommes en quête d'un but. Parlons donc du but. Le roi lui répond, eh bien, quel est le but de votre sortie du monde? Quelle est pour vous la fin dernière? Donc, quel est vraiment l'objectif de sa vie de moine? Pourquoi est-ce que Nagasena est moine? Quel est le but réel de tout ça? Donc, le but réel, dit Nagasena, c'est que la douleur présente cesse, qu'aucune autre ne naisse. Voilà le but de notre sortie du monde. Le nirvana absolu, voilà notre fin dernière. Donc là, c'est classique du bouddhisme. Hein. La base, l'origine du bouddhisme, c'est la vérité de la souffrance. Et le but du bouddhisme, c'est de faire en sorte que la souffrance cesse et donc qu'aucune autre ne naisse. Voilà du coup la raison pour laquelle ils deviennent moines. Et cet état, c'est le nirvana, l'état final dans lequel il n'y a plus de renaissance. Donc il n'y a plus de souffrances qui peuvent revenir. Et là, il va avoir une remarque intéressante, le roi. Hein. Il va dire, je pense qu'il connaît un peu. Le roi, il connaît un peu, là, il est un peu filou. Hein. Il dit, je pense qu'il veut tester aussi la franchise de Nagasena. Hein. Est-ce que tous ceux qui sortent du monde, donc est-ce que tous ceux qui se font moines, hein, c'est ça la question, hein, est-ce que tous ceux qui sortent du monde le font dans ce but? Donc dans le but de se libérer de la souffrance, dans le but d'atteindre le nirvana. Est-ce que tous les moines, vraiment, tous ceux qui se sont fait moines, ils font ça pour ça? Nagasena, il va répondre franchement. Il lui dit non.
Il en est qui sortent dans ce but, bien sûr. Il y en a qui sortent parce qu'ils veulent se libérer de la souffrance. Mais d'autres le font par crainte du roi ou des voleurs, d'autres à cause de leurs dettes, d'autres enfin pour avoir un moyen d'existence. Mais ceux qui en sortent correctement le font dans le but que j'ai dit. Donc ça, c'est aussi intéressant, hein. Vous voyez que en fait, le statut de moine en lui-même, c'est un statut qui présente un certain nombre d'avantages. On est protégé, on est nourri, euh, apparemment, on peut échapper aux dettes en devenant moine, vu qu'en fait, en devenant moine, on renonce, on sort du monde. Hein, c'est vraiment le concept de sortir du monde. On sort du monde, on renonce à notre existence mondaine. Enfin, je dis notre, pas moi, parce que je suis un moine Jodo Shinju, mais traditionnellement, ils renoncent à leur existence mondaine. Et du coup, il dit, bah, effectivement, si un certain nombre de moines se font moines dans le but noble qui est de se libérer de la souffrance, eh bien, il y en a quand même un certain nombre qui, malgré tout, le font pour des raisons beaucoup moins nobles que ça, qui sont bah, soit parce qu'ils galèrent trop dans la vie et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'en sortir, ou ben, pour échapper à différentes sanctions. À partir du moment où ils sont devenus moines, on ne peut plus réellement les attaquer comme ça, en fait. Donc au moins, il est honnête, il est très honnête avec ça, hein, Nagasena. Et donc, il continue, le roi a demandé, hein, et vous-même, Nagasena, vénérable, hein, est-ce que c'est dans ce but que vous avez quitté le monde? Donc, est-ce que c'est en vue de se libérer de la souffrance que vous avez quitté le monde? Et à nouveau, Nagasena, il va être très honnête avec lui. Hein. Il dit, j'étais encore enfant à cette époque, et je n'avais pas clairement conscience de mon but. Donc Nagasena est devenu moine très très jeune, donc clairement, en étant enfant, il n'avait pas forcément compris exactement ce qui se passait. Mais je me disais, ces ascètes bouddhistes sont savants, ils m'instruiront. Maintenant instruit par eux, je sais et je vois quel est le but de la sortie dans le monde, la sortie du monde. Et donc il va répondre, tu es habile, Nagasena. Donc en tant qu'enfant, il n'avait pas forcément bien sûr conscience de ce qu'était réellement le but des moines, mais il a été bien éduqué par les moines pour comprendre quel était réellement le but, et maintenant, instruit par ces moines, il sait la raison pour laquelle il est moine, quel est son but en tant que moine, qui est de se libérer de la souffrance, d'atteindre le nirvana, et de sortir du cycle des naissances et des morts. Donc là, ce que j'aime bien sur ce passage-là, c'est qu'on voit vraiment la franchise de Nagasena. Hein. Il n'est pas là pour balader le roi, pour le bullshiter. Il répond réellement aux questions du roi, même quand voilà, c'est des réponses qui sont pas forcément toujours très exactement celles qui l'arrangeraient le plus. Hein. Donc là, il disait hein, au début, moi non, quand je suis devenu moine, je faisais pas partie de ces moines qui sont devenus moines parce qu'ils connaissaient le but. Je suis devenu moine parce que je me suis dit, on va pouvoir m'éduquer. Et en étant bien éduqué, il a compris pourquoi il devait être moine. On va continuer un petit peu. La cause des renaissances, numéro 7. Nagasena, se peut-il qu'un homme un homme mort, ne renaisse pas? Nagasena répond, l'un renaît, l'autre ne renaît pas. L'un est rené, l'autre ne renaît pas. L'autre n'est pas rené. René. L'un renaît, l'autre ne renaît pas. Celui qui est affecté de passion renaît. Celui qui est dépouillé de passion ne renaît pas. Et toi, vénérable, renaîtras-tu? Là, il essaye encore de voir la franchise de Nagasena. Genre, et toi, t'en es où, Nagasena? Si je conserve de l'attachement, je renaîtrai. Si j'en suis débarrassé, je ne renaîtrai pas. Ça, c'est assez stylé. Hein. Nagasena, il est très très franc à nouveau dans sa réponse. Hein. Donc, il explique déjà de base quelle est la différence en fait entre une personne qui continue dans le cycle des naissances et des morts et une personne qui en échappe. Eh bien, c'est le fait de cultiver l'attachement, hein, être affecté par ce qu'on va appeler les passions, hein, mais ces passions, en fait, ce sont l'attachement. Et quand le roi lui demande, bah du coup, toi, t'en es où, Nagasena? Est-ce que tu sais si tu vas renaître ou pas? Nagasena, en gros, et là, il avoue, hein, comme dit Éponine, hein, qui dit que Nagasena, il est encore jeune à ce moment-là, ça fait que 7 ans qu'il est moine. Hein. Il est dit, ben, je peux pas vous répondre, en fait. Si, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si au moment de ma mort, j'aurai atteint mon but, qui est de me libérer de l'attachement. Si je l'ai atteint, je ne renaîtrai pas. Si je n'y suis pas arrivé, je renaîtrai. Ce qui sous-entend qu'à l'heure actuelle, il n'y est pas. Donc là, c'est un aveu de Nagasena hein, qui dit, ben voilà, moi je suis encore en train de pratiquer sur le chemin. Je ne me suis pas entièrement libéré des passions. Je ne me suis pas entièrement libéré de l'attachement. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur mon propre futur par rapport à ça parce que je ne suis pas encore allé au bout du chemin. Et il expliquera un petit peu plus loin hein, que une personne qui est allée au bout du chemin le sait et peut le dire. Mais là, ce n'est pas son cas. Nagasena, il est encore jeune, il a encore des choses à pratiquer. Il est
comme dit Éponine, hein, il est vénérable, il est très respecté, mais voilà, il en reste pas moins qu'il il n'a pas atteint l'état du nirvana à l'heure actuelle, hein. Il n'a pas atteint cet état de Aharat au bout du chemin, mais bon, il est quand même très très bon en rhétorique et il sait très bien de quoi il parle. Jusque-là, est-ce que ça suit? Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est pas trop dur? Ça va? Il y a des choses, il y a des passages qui sont un peu plus durs, des passages qui sont un peu moins durs. Il y a des passages qui sont, comme je disais, hein, plus difficiles à comprendre, ne serait-ce que par notre éloignement temporel et culturel, qui fait qu'on est genre, hein. Genre l'histoire du souffle, par exemple. Moi, j'ai dû le relire plusieurs fois et j'ai dû comprendre qu'en fait, c'était probablement une référence effectivement au concept de souffle vital qu'on a dans la Grèce. Donc voilà, j'ai dû quand même vérifier parce qu'au début je disais des trucs, je comprends même pas de quoi tu parles en fait. On est tellement éloigné de ce type de compréhension et de considération que des fois il faut se mettre un petit peu dedans, quoi. Mais voilà, il y a des trucs qui sont très intéressants. Vous voyez le côté joute verbale, le côté franchise de Nagasena dans ses réponses, le côté respectueux qu'a le roi envers Nagasena, même si il essaye, hein, vous voyez, il essaye de le piéger un petit peu, mais il va assez vite se calmer, hein, mais il est là quand même, le roi est là pour apprendre, hein. Ça nous montre aussi une posture humble du roi qui est vraiment intéressante, hein. Il est là pour avoir des réponses à ses questions, et accessoirement, on sent que c'est un mec, il aime passer un bon moment à discuter avec des gens un peu balèzes. Voilà. Le 7 m'a fait bugger. Le 7, celui qu'on est en train de... Ah oui, le coup du 7. Oui, moi aussi. Le coup du 7, j'ai pas bien compris. Enfin, je suis pas sûr d'avoir exactement compris de quoi il était question, mais je pense que c'était vraiment dire effectivement, est-ce que 7, est-ce qu'on parle juste d'un nombre ou est-ce que ce 7 a un lien avec toi, Nagasena? Et 7, effectivement, est un nombre au niveau conventionnel, mais il n'a d'utilité réelle qu'en tant que fait qu'on parle ici des 7 années de Nagasena. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on voit pas forcément trop l'intérêt de la discussion, mais oui, le coup du 7 aussi, hein. Je suis pas 100% sûr d'avoir pigé exactement où il voulait en venir avec le coup du 7, mais voilà. Le but, de toute façon, c'est pas grave, même s'il y a des passages. Moi, j'avoue, hein, à nouveau, je ne suis pas un spécialiste du Theravada, hein, de 1. De 2, je suis pas non plus un spécialiste de l'Abhidharma ou de la logique bouddhiste, en particulier du Theravada. Donc, voilà, je vous donne des clés pour essayer de comprendre ce que moi aussi je comprends, mais j'étudie en même temps que vous et je suis ouvert aussi à vos suggestions par rapport à ça, surtout sur ce texte-là, parce que c'est pas mon domaine de prédilection. Je veux dire, moi, je suis spécialisé dans le Jodo Shinshu, qui est très très loin de ce type de discussion, mais le 7, c'est pour parler de la causalité d'Ieponine. On ne peut pas donner de soi ni aux conditions, ni aux causes. D'accord. Ouais, c'est pas évident, hein. Merci pour la précision. Pour ça, c'est bien, effectivement, ouais. Ni aux causes, ni aux résultats des causes, plutôt. Ok. Oui, le soi n'est pas la cause ni le résultat de la cause. Oui, effectivement, ouais. Effectivement. On ne peut pas limiter le soi à ça uniquement. Mais ouais, c'est un peu galère. Des fois, il est possible que des fois, je switch aussi sur des traductions anglaises qui sont dispo sur le net, parce que pour avoir un autre point de vue, des fois, la façon dont c'est traduit, les termes utilisés peuvent aussi, en fonction, hein, aider à clarifier le propos. Comment est-ce que le traducteur a choisi de rendre l'original en version traduite? Ça peut des fois aider d'avoir plusieurs points de vue pour comprendre, quoi. Moyen de délivrance. Est-ce par l'attention concentrée qu'on échappe à la renaissance? Donc là, est-ce que concrètement, c'est le fait de pratiquer ce qu'on va appeler le type de méditation type samatha, hein, donc pratiquer une attention concentrée, par exemple une attention concentrée sur le souffle, une attention concentrée sur la marche? Est-ce que c'est par l'attention concentrée qu'on échappe à la renaissance? Donc est-ce que c'est via cette pratique en elle-même? Salut, synthétique, mais oui, synthétique. Synthétique TV, bonjour à toi, synthétique TV. Donc, est-ce que c'est par juste le fait de savoir concentrer son attention par la méditation qu'on échappe, du coup, au cycle des naissances et des morts? C'est la nouvelle question de Nagasena. Du roi, pardon, j'y arrivé. C'est la nouvelle question de Milinda. Que va répondre Nagasena? Nagasena répond par l'attention concentrée, par la sagesse et par les autres états d'âme salutaires. Donc Nagasena dit ici, hein, ce n'est pas que l'attention concentrée, hein, par exemple le fait d'être capable de concentrer toute son attention sur le souffle, hein, donc d'atteindre des états de méditation qui sont poussés. Ce n'est pas grâce à ça, enfin ce n'est pas que grâce à ça, en réalité, ce n'est pas que grâce à ça
que ah bah, salut, installe-toi, hein, profites-en, profites-en. On est en train d'étudier un vieux texte du bouddhisme qui est une discussion synthétique, une discussion entre un roi grec. C'est un texte qui s'appelle Milindapana, un roi grec qui s'appelle Milinda ou Ménandre Ier, et un moine bouddhiste. C'est un texte traditionnel du canon ancien, du canon Theravada, et voilà, qui est intéressant aussi pour ce côté discussion entre un grec et un roi grec et un moine indien, un moine bouddhiste, quoi. Donc là, ce que dit Nagasena, hein, c'est que l'attention concentrée ne suffit pas. Parce que c'était aussi une des compréhensions, une des visions possibles au niveau philosophique à l'époque, hein, qui était de dire, en cultivant l'attention, la méditation sur un seul point, on va atteindre des états de méditation de plus en plus profonds. Et grâce à ces états de méditation de plus en plus profonds, on va du coup pouvoir se libérer du cycle des naissances et des morts. Merci beaucoup pour ton follow. Nagasena, il dit non, ça marche pas, ce n'est pas suffisant. Il dit oui, c'est un des facteurs, l'attention concentrée est un des facteurs, mais il n'est pas tout seul. Il y a la sagesse et il y a les autres états d'âme salutaires. Et donc, le roi lui répond mais l'attention concentrée n'est pas la même chose que la sagesse. Nagasena lui répond ce sont deux choses différentes. L'attention, j'adore la phrase, elle est terrible. L'attention concentrée se rencontre chez les chèvres, les moutons, les bœufs, les buffles, les chameaux, les ânes, jamais la sagesse. Ouais, je t'ai cassé le roi là, non? Effectivement, l'attention concentrée, le fait de mettre toute son attention dans une seule tâche, dans un seul, alors que ce soit, comme on dit, une méditation sur le souffle, mais ça peut être une attention concentrée sur un travail qu'on est en train de faire, une réflexion, etc. Enfin, pas forcément une réflexion, mais en tout cas un travail qu'on est en train de faire. Poser son attention vraiment comme un laser sur quelque chose, eh bien, effectivement, les moutons, les bœufs, les buffles, les chameaux, ils le font aussi. Je veux dire, le mouton qui est concentré sur l'herbe qu'il est en train de manger, effectivement, toute son attention est focalisée sur le fait de manger de l'herbe. Pourtant, ce n'est pas grâce à ça qu'il atteint l'état de libération de la souffrance ou l'éveil ou l'échappée des cycles des naissances et des morts. Et clairement, ce n'est pas la même chose que la sagesse. Donc on peut avoir une attention concentrée sans forcément avoir la sagesse. Donc, on va discuter, on va continuer à discuter de ça. Du coup, le roi demande, dans ces cas-là, quelle est la caractéristique de l'attention concentrée et celle de la sagesse. Salut Alice. Quelle est donc un peu la différence entre les deux, en fait, puisqu'on a dit l'attention concentrée, en gros, c'est la même chose que fait une chèvre ou un mouton quand il mâchouille de l'herbe d'une façon extrêmement focus. Qu'est-ce que, du coup, la sagesse? Il va dire, l'un se définit par la compréhension, l'autre par l'excision. Comment cela? Donne-moi une compréhension. Donc. Donne-moi une comparaison, demande le roi. Nagasena lui répond, tu connais les moissonneurs, Maharaja? Je les connais. Comment est-ce que les moissonneurs moissonnent l'orge? De la main gauche, ils saisissent un faisceau d'orge, et de la main droite, armée d'une faucille, ils le coupent. De même, Maharaja, l'ascète, par l'attention concentrée, rassemble son esprit, et par la sagesse, tranche les passions. C'est pourquoi l'une est caractérisée par la compréhension, l'autre par l'excision. Alors là, en gros, ce dont Nagasena discute ici, c'est la différence en termes de méditation entre ce qu'on va appeler samatha et vipassana. C'est deux types de méditation qui vont ensemble. Ce qui était critiqué juste avant, c'est de dire, en gros, samatha, le fait de cultiver une attention concentrée par la méditation, finalement, en poussant le bouchon un petit peu loin, c'est pas forcément très différent de ce que fait une chèvre qui va mâchouiller de l'herbe. Concentrée uniquement sur le fait de mâchouiller de l'herbe. Donc c'est pas ça qui va suffire. Il va falloir quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, c'est vipassana, donc c'est le fait d'analyser. Mais ce que dit ici Nagasena, c'est que les deux éléments sont nécessaires ensemble dans la méditation. C'est-à-dire que, c'est ce qu'il dit ici, exactement comme un moissonneur va saisir de l'orge par une main et va la couper avec l'autre main, saisir l'orge par la main, c'est en fait ce que produit samatha, c'est-à-dire que on va rassembler son esprit, on va le concentrer sur une chose, de sorte que toutes les pensées parasites évitent de partir dans tous les sens. On va focus son attention, on va transformer son attention comme un laser, comme le moissonneur qui tient l'orge. Et ensuite, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'une fois qu'on a tenu l'orge, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut derrière, c'est utiliser cette attention focalisée
pour disséquer notre compréhension, analyser les choses. Et ça, c'est Vipassana. C'est à ce moment-là qu'on va trancher les passions. C'est-à-dire que grâce à cette attention concentrée, on va pouvoir commencer à regarder les choses, regarder ce qui se passe dans notre propre corps. Est-ce qu'on ressent de la douleur? Est-ce qu'on ressent de la joie? Est-ce que les phénomènes sont constants ou est-ce que le phénomène à l'inverse ne font qu'apparaître et disparaître en boucle, etc., etc. On va pouvoir du coup utiliser cette attention focalisée pour de l'analyse. Et c'est ça du coup Vipassana. C'est ça la sagesse. Après, là où je suis j'étais juste un petit peu perturbé quand j'ai lu ce passage-là, c'est l'utilisation du mot compréhension pour samatha, pour l'attention contrôlée, l'attention vraiment focalisée, l'attention concentrée, hein, qui dit ici. Je trouvais le terme compréhension peut-être pas forcément. Salut, Mama, Mama, Lénini. Compréhension me paraît peut-être pas forcément le terme. Alors, je ne sais pas pourquoi ce terme a été choisi. Il faudrait que je regarde dans les versions anglaises comment ils l'ont traduit. Parce que pour moi, c'est pas réellement de la compréhension d'une certaine façon. C'est du focus en fait. C'est vraiment du focus. Donc, ouais, voilà, j'ai trouvé ça. Le terme compréhension ici m'a un petit peu perturbé. Laissez-moi regarder. Salut Jardin de thé, Milinda. Je vais juste regarder si j'ai la version anglaise. Alors, est-ce que je l'ai? J'aurais dû me le mettre de le côté. Ah voilà, là je l'ai là. Tac. Alors voilà, ça tiens, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Voilà, attendez, je vous le mets en anglais. Yeah. Here. Donc là, Barley Reapers Rip Barley. Barley Reapers Rip Barley. Ouais, donc c'est ce qu'ils disent, hein. Il le chope avec la main gauche, il prend sa faucille et hop là, clac, il coupe. Et donc pareil, hein, de même que le Barley Reaper, nanana, texte nanana. Experimental of the mind with... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. He take hold of the mind with attention and cut up the defilement with wisdom. Ouais. Examination is the distinguishing characteristic. Examination. Ouais, et ben voilà, c'est plus. Voilà, alors là, je suis d'accord. C'est plus l'examen. Ouais. C'est plus l'examen. Ouais, compréhension me paraissait bizarre. Là, effectivement, le côté plus examen des choses, c'est-à-dire, enfin, plus encore qu'examen, en fait, ce qu'il dit ici, hein, c'est que grâce à l'attention, on va contrôler l'esprit, en fait. C'est ça qui est important. On va contrôler l'esprit et ensuite, grâce à Vipassana, on va vraiment analyser les détails et les caractéristiques des différents éléments. Voilà. Mais ouais, compréhension, je suis pas sûr que c'était vraiment le meilleur terme comme traduction ici. Ça me paraissait un petit peu bizarre ici, quoi. Voilà. Je regarde juste celui d'après, de quoi qu'il est question. Alors, il est un peu plus long. Ouais. Écoutez, je pense que je vais peut-être déjà m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je vais me faire une petite marque. C'est un peu touffu, mais voilà. J'espère que c'est quand même intéressant pour vous et que euh, vous arrivez à suivre, que ça vous intéresse. Parce que voilà, je pense quand même il y a pas mal de trucs intéressants quand même à discuter. Et c'est intéressant de voir vraiment un texte, on va dire, un peu plus traditionnel du bouddhisme Theravada. Du coup, très différent de ce qu'on a fait avec Walpola, où du coup, avec Walpola, on avait vraiment une version créée pour un public occidental relativement moderne, même si à nouveau Walpola, le texte date des années fin années 50, début 60, mais il n'empêche que ça reste plus moderne et plus proche de nous que les questions effectivement ici de Milinda, euh, qui ont été écrites, voilà, enfin, qui datent d'il y a plus de 2000 ans. Donc c'est sûr que ouais, il y a des moments où c'est un petit peu chaud, un petit peu chaud. Voilà. Donc voilà, je serais un peu curieux de savoir voilà, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes intéressé bien sûr par ce texte qu'on va, je pense, continuer dans les
session d'après. Nice. Nice, nice. Ça, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas vu leur passer. Ah bah très bien. Je suis content si c'est ça. Je suis content. Ouais, c'est intéressant, franchement, le texte est cool. Et voilà, donc là, c'est la... J'ai mis, comme je disais, si vous voulez le relire à tête reposée pour vous en imprégner. Là, ouais, on est dans la philosophie à fond, quoi, hein. Et effectivement, d'ailleurs, la question de Melinda est quand même assez reconnue dans le Mahayana. Ouais, parce qu'en fait, c'est la base. Il y a quand même... il va pas forcément... il n'y a pas grand-chose qui clasherait avec le Mahayana là-dedans, en fait. C'est vraiment... C'est un peu la base du bouddhisme. C'est un peu une sorte de... Alors, je vais être j'ai un peu exagéré en disant ça, mais c'est un peu une sorte de bouddhisme pour les nuls il y a 2000 ans. En fait, c'est comme ça qu'est perçu le Milindapana. C'est un résumé de pas mal d'éléments bouddhistes, avec beaucoup de... Là, on n'en a pas tant vu que ça, mais on commence à en voir un des exemples, beaucoup d'illustrations pour aider à comprendre. Après, voilà, ça a beau être censé être accessible, c'est quand même pas, voilà, c'est pas évident, hein, on va pas se mentir, c'est pas le texte le plus facile de la Terre. Mais ça reste globalement compréhensible et accessible et plus abordable que d'autres textes bouddhistes. La rhétorique de Nagasena rappelle beaucoup Nagarjuna et Vimalakirti. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et Inoshi qui dit j'aime la confrontation sage, je disais ouais c'est stylé, tu vois, ils ont vraiment là, ils ont une vraie discussion, personne ne s'énerve, c'est juste voilà, on fait passer des idées. Ça change de plus médiatique, oui, je suis d'accord, c'est pas pareil. Mais c'est pour ça hein, que Nagasena dès le début, hein, il a dit au roi, hein, il a dit attends, tu m'emmènes pas sur BFM là, hein. On est d'accord, hein, c'est pas un traquenard, hein. Je vais pas me retrouver sur CNews ou BFM à me faire enchaîner là, avec de la mauvaise foi. Non non non, ça je prends pas. Je veux une discussion simple et délicate où on peut avancer nos arguments. C'est ça, exactement.